Chapitre 21. Les arts populaires traditionnels. Les arts populaires chinois sont très variés et beaucoup d'entre eux ont déjà une réputation internationale. Ceux que nous allons vous présenter ici n'en constituent que quelques exemples. Xintailan, joyau des émaux cloisonnés. Xintailan, un art traditionnel depuis longtemps, connu à l'étranger, est une spécialité de Beijing. Sa fabrication s'appuie sur la technologie des bronzes, de la porcelaine et de la gravure. Les produits Xintailan sont très recherchés par les collectionneurs, mais aussi couramment utilisés dans la vie quotidienne et comme objet de décoration. Un vase de longévité en forme sphérique est une œuvre célèbre de l'époque Qin. Elle est composée de 3 parties, la bouche, le ventre et le socle, soudés ensemble. La surface est cloisonnée avec des fils de cuivre, puis émaillés en différentes couleurs pour faire apparaître le dessin. 9 pêches et des chauves-souris, symbole de la longévité et du bonheur. La technique de Xintailan date du règne Xintai des Ming de 1450 à 1456. Le bleu était alors la principale couleur utilisée, d'où son nom qui signifie « bleu de Xintai ». Sous le règne Cheng Hua de 1465 à 1487, la technique s'améliorait encore et les objets de cette époque sont à la fois plus imposants, plus élégants et plus aériens. Leur matière, le bronze, du bronze rouge généralement, est sélectionnée avec soin. L'émail de couleur est extrait du minéral naturel et brille comme du saphir. Les œuvres des Ming, que nous possédons à ce jour, sont principalement les productions des années Qingtai et Cheng Hua. La technique des émaux cloisonnés est délicate et compliquée et comprend une trentaine de procédures. Il faut d'abord fabriquer le corps de l'objet en martelant une tôle de bronze rouge pour qu'elle prenne la forme désirée. La cuisson, à haute température, doit fixer et durcir la matière avant la décoration. Au lieu d'utiliser le pinceau, les artisans des émaux cloisonnés se servent d'une pince pour attraper des fils de bronze aussi fins qu'un cheveu et les disposer en différents dessins absolument magnifiques. Cette procédure s'appelle tiatsu, qui signifie filigrane. L'émaillage qui s'ensuit consiste à colorer l'intérieur des dessins cloisonnés, procédure qui porte le nom traditionnel de poser le bleu. Les couleurs se cristallisent lors d'une deuxième cuisson à haute température, après laquelle la surface de l'objet est poncée soigneusement, puis redorée. La fabrication de Xintailan connut une nouvelle avancée à l'époque Qin. La nouvelle technique remédia aux défauts des petits pores qui parfois se formaient. Les produits de cette époque perdent toutefois un peu de leur impression d'épaisseur et de poids. Depuis le temps moderne, les productions en grande quantité ne sont pas toujours effectuées sous le contrôle des artisans qualifiés. C'est pourquoi leur qualité n'égale pas, en général, celle des œuvres datant des Ming. Les estampes du Nouvel An. Le Nouvel An traditionnel, appelé la fête du printemps, est la fête la plus importante en Chine. À cette occasion, tous les foyers dans les villes comme à la campagne décorent leurs maisons avec des lanternes, des rubans, des fleurs. L'affichage des estampes fait partie des préparations les plus importantes. Ces affiches, peintes pour cette période de l'année, apportent chaleur et ambiance dans chaque foyer. Les dessins des peintures expriment généralement des vœux de bonheur et d'autres souhaits de bon augure. Un des thèmes largement répandus, l'abondance d'année en année, montre par exemple un adorable gros bébé au visage ingénu portant une belle carpe et une fleur de lotus. Dans la langue chinoise, poisson et abondance se prononcent tous les deux « yu », jeu homophonique qui établit un lien entre les deux et revient à souhaiter une année d'abondance. La Chine est un pays immense et les estampes du Nouvel An adoptent différents styles selon les régions. Dans le nord, le village Tianluoxin, près de Tianjin, est célèbre pour ses estampes. Dans le sud, la même réputation revient à Tawao, près de Suzhou.
Tianlotsin se trouve dans la banlieue sud-est de Tianjin. Le bourg était déjà connu il y a plus de 3 siècles pour ses affiches de fêtes. On y colorait dans chaque foyer et peignait dans chaque maison. La réalisation des estampes se fait par l'association de 2 procédés, la peinture à la main et la gravure imprimée, une méthode décrite comme mi-peinture, mi-impression. En fait, on crée d'abord une gravure sur bois. Le dessin est ensuite imprimé sur papier et enfin coloré par le peintre. L'œuvre, une fois terminée, est montée sur un support en papier ou en soie. Ces estampes ne peuvent être assimilées à de l'imprimerie, car elles requièrent l'intervention d'un peintre pour achever le travail. L'harmonisation dans une même œuvre entre le style rigide de la gravure et la souplesse du pinceau leur donne un charme original. La popularité des estampes de Tianlotsin ne serait pas aussi grande si elle n'était pas le résultat de la main des artistes peintres. L'ambiance festive et joyeuse est la plus importante caractéristique de ces estampes. La fraîcheur et la gaieté qu'elles transmettent sont celles de la vie du petit peuple. Mère et fils est la peinture d'une famille vivant près d'un lac. Dans la cour, il y a des rochers artificiels et des fleurs. La mère se tient devant la fenêtre, un éventail à la main, et regarde son enfant jouer dans la cour. Le petit garçon porte un simple cache-ventre et sur un bout du bâton qu'il tient à la main, un petit oiseau vient de se poser. Une douceur de vivre transparaît dans cette scène de la vie quotidienne. Les estampes de Tohuahu, dans les environs de Suzhou, se marquent par la finesse et la délicatesse typiques des régions du Sud. Elles utilisent aussi l'impression par gravure sur bois, mais les thèmes, tout en s'inspirant des traditions populaires, font aussi référence aux œuvres de la peinture lettrée, ce qui les fait distinguer des affiches colorées de Tianlotsin. Cette distinction se fait par une tonalité plus limpide et plus poétique. L'importation par le Japon des peintures de Tohuahu a contribué à influencer fortement l'art des estampes japonaises. En effet, il y a plus de 3 siècles, les artistes de Tohuahu étaient déjà sensibles à la gravure occidentale sur cuivre et au traitement des ombres. Leurs peintures de dames de l'ancien temps sont absolument remarquables par la beauté fraîche, fluide et pleine de grâce des figures féminines. Le dessin en papier ciselé, le monde au bout des ciseaux. Le dessin en papier ciselé est un art millénaire des milieux populaires en Chine. Les matériaux utilisés sont très modestes. Du papier, des ciseaux ou un petit couteau, cela constitue tout le nécessaire. La réalisation d'un dessin par les mains du maître se déroule comme une séance de magie. Il commence par plier plusieurs fois une feuille de papier rouge, puis le découpe en manipulant adroitement ses ciseaux. Une fois déplié, le papier découpé fait apparaître un tableau fabuleux. Certains artistes n'ont même pas besoin de regarder l'œuvre qu'ils sont en train de créer. Ils sont capables de découper le papier les yeux fermés ou de le faire sous l'ample manche de leurs vêtements. D'où le côté magique. Le dessin en papier ciselé est une création spontanée. L'artiste n'a souvent aucun plan. Il laisse voler ses ciseaux. Et une œuvre nouvelle naît au bout de ses ciseaux. Les dessins créés instantanément sont parlants, ce qui les a toujours rendus très populaires dans les régions rurales. Dans les régions proches de Xi'an, les fenêtres des maisons traditionnelles n'étaient pas vitrées, mais garnies de papier. Comme ces papiers blancs semblaient un peu tristes et monotones, les femmes habiles inventaient des dessins qu'elles découpaient sur du papier rouge et collaient cela à la fenêtre. Des bébés sous le signe des 4 bonheurs, un joli papillon. Les fenêtres, ainsi décorées, se remplissaient de vie. Selon une coutume très ancienne, les Chinois confectionnent des lanternes pour les jours de fête et les heureux événements. À part des grandes lanternes rouges qu'on suspend, il y a aussi des lanternes hexagonales tournantes, des lampes en fleurs de lotus qui flottent dans l'eau, ainsi que des lampes en forme de lion, de poisson et d'autres animaux que les enfants adorent. Les dessins des lanternes peuvent être peints directement, mais le plus souvent, elles sont décorées d'un dessin en papier rouge ciselé. Éclairées, ces images variées et riches en histoires racontées dégagent un charme exquis. La broderie, le printemps sous les doigts. La Chine est le pays d'origine de la soie.
Son histoire a vu naître un grand nombre de métiers d'art liés à la production de la soie, dont la broderie. Pratiquée principalement par des artisans féminins, la broderie est aussi appelée ouvrage de femme. Elle existe en Chine depuis plusieurs milliers d'années et reste toujours populaire. La broderie est utilisée comme ornement des vêtements, de couvertures et d'oreillers ou pour les pièces purement décoratives. Sous les Song, des institutions officielles de satin et de broderie furent créées. Elles rassemblèrent de nombreux grands artisans de tissage et de broderie et permirent d'élever ces métiers à un niveau excellent. D'après Dong Xichang, célèbre peintre des Ming, la broderie produite sous les Song était d'une finesse extrême. Les brodeuses utilisaient seulement un ou deux fils de soie et une aiguille pas plus grosse qu'un cheveu. Leurs dessins brodés avaient des couleurs délicates et lumineuses. Les paysages, les maisons, les personnages, les oiseaux et les fleurs semblaient réels et vivants. Aussi a-t-il déclaré, je cite, « Le printemps naît sous les 10 doigts ». Ce commentaire admiratif est une belle description de l'art de la broderie chinoise. Il existe en Chine 4 grands styles de broderie, représentés par les régions de production. Suzhou, Canton, Hunan et Sichuan. Chaque région a une technique qui lui est propre et se distingue par le choix de ses thèmes. À Suzhou, on brode les chats et dans le Yunnan, le tigre. La broderie de Canton privilégie les oiseaux et a gagné sa grande renommée grâce à une œuvre appelée « 100 oiseaux rendent hommage au phénix ». La broderie du Sichuan, quant à elle, excelle plus particulièrement dans les paysages et les personnages. Des 4 régions de production, Suzhou a sans doute une réputation plus grande encore. Au début du siècle dernier, une œuvre nommée « La reine italienne Elena », réalisée par le maître Chen Yizhi, fut offerte par la Chine à l'Italie et le cadeau fut fort apprécié. La production de Suzhou ne se limite pas à la seule ville qui porte son nom, mais s'étend aussi aux villes voisines. Yangzhou, Wuxi et enfin Changzhou. Suzhou, en tant que capitale de la soie, est aussi réputée pour son savoir-vivre raffiné, qui contribue à l'attrait qu'exerce la broderie fabriquée ici. C'est une peinture à l'aiguille qui reproduit sur la soie la beauté de la nature. Depuis près de 1000 ans, les habitants de Suzhou ont conservé cette tradition puisque presque toutes les jeunes filles savent broder, ce qui fait dire que c'est la ville où tous les foyers élèvent des vers à soie, toutes les familles pratiquent la broderie. Pour broder les yeux d'un chat, une artiste émérite utiliserait au moins une vingtaine de couleurs et par ce minutieux travail, elle est capable de rendre le regard le plus expressif de cet animal. Ombre chinoise, art de la lumière et de l'ombre. Au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une nouvelle forme de spectacle appelée ombre française apparut à Paris et à Marseille et obtint un grand succès. Il s'agissait en réalité d'un art d'origine chinoise, introduit en France par les missionnaires jésuites et adapté par les professionnels du théâtre français. Il est intéressant de remarquer qu'en 2004, une création récente de spectacle d'ombre chinoise, qui s'appelle La danse des ombres, fut présentée en France à l'occasion de l'année de la culture chinoise. L'histoire des échanges dans ce domaine artistique témoigne des riches relations culturelles entre les deux pays. L'apport des ombres chinoises dans l'histoire culturelle du monde ne fut pas négligeable. Cette forme de théâtre, proprement chinoise, fut introduite dès le XIIIe siècle au Moyen-Orient et se répandit dans d'autres régions du monde au XVIIIe siècle. Elle eut droit à l'admiration de Goethe et inspira aussi Charlie Chaplin, grand artiste du cinéma muet du XXe siècle. Né il y a plus de 2000 ans, le spectacle d'ombre chinoise était déjà développé sous les Song, où il acquit sa principale forme de représentation devant un public. À cette époque, ni le théâtre ni l'opéra n'étaient encore des arts accomplis, alors que le jeu d'ombre projeté permettait de montrer l'intégralité des anecdotes d'ouvrages historiques, comme les Trois Royaumes. Ces spectacles circulaient dans de nombreuses villes et devenaient une activité festive très importante. Sous les Ming, il y avait déjà dans la capitale, à Beijing, plusieurs dizaines de troupes.
Aujourd'hui, le spectacle d'ombres chinoises reste très populaire. Il est le premier art d'image animée qui ait recours à la voix humaine. Sa réussite a contribué à l'art du cinéma moderne. La fabrication des figures des ombres chinoises est très sophistiquée. On y utilise de la peau d'animal, découpée selon les formes des figures. La tête, le buste et les membres d'êtres humains sont ensuite reliés par des ficelles et des bâtonnets pour prendre la forme des personnages colorés. Au moment de la représentation, la lumière projette leur ombre sur un écran et fait vivre une multitude de profils animés. Ces personnages, à la fois vraisemblables et imaginaires, racontent, par leurs gestes et leurs mouvements reproduits en ombre, une foule d'histoires fort distrayantes. L'attrait des ombres chinoises réside non seulement dans la fabrication des figures, mais aussi dans l'art de l'animation. Lors du spectacle, plusieurs marionnettistes manipulent les figures tout en parlant et en chantant, accompagnés d'instruments de musique à cordes et à percussion. Dans la province du Shaanxi, le canton Hua est célèbre pour ses numéros appelés Wuyanman, ce qui signifie l'affairement des 5, où 5 artistes se partagent toutes les tâches du spectacle. Tian Chang, où un chanteur chante tous les rôles, du jeune premier à la femme en passant par le militaire et le clown. Ensuite vient le Tian Shou, il manipule lui les figures de marionnettes. Le Cao Cao se charge lui des différents instruments de percussion comprenant le tam-tam, la jatte, le bois et le bambou creux. Le Shangdang, lui, joue du luth à 2 cordes et du siluo, sorte de hautbois. Enfin, le Xiadang joue du bannou, un violon et du trombone, et doit ainsi prêter main forte aux marionnettistes. Les tâches multiples occupent pleinement chaque acteur grâce à une parfaite organisation. La réussite d'un spectacle dépend des chants et du jeu d'ombre des figures. L'acteur qui actionne les figures derrière l'écran a une tâche très délicate car, pour avoir toute sa souplesse, chacune de ces figures est contrôlée par 5 petits bâtons de bambou. Aussi doit-il obligatoirement faire preuve d'une grande dextérité. Un bon acteur est capable d'animer toute la scène à lui seul pour le plus grand plaisir des spectateurs ravis.